Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 19 janvier. Infrastructure routière, réhabilitation de l'autoroute Sengrobo-Yamsokro, c'est un tronçon qui était beaucoup dégradé et qui était à l'origine de plusieurs accidents. Mais aujourd'hui, les travaux avancent bien, constat du ministre des Infrastructures économiques. Dans l'actualité judiciaire, 15 ans de prison pour l'ex-ministre Lida Kwasi et ses 3 co-accusés militaires pour complot contre l'autorité de l'État. C'est le verdict de la Cour d'assises d'Abidjan. On fera le point sur le sujet. Et nous irons à Ouangolodougou, au nord de la Côte d'Ivoire, où l'école pour tous est une réalité et les résultats dans le primaire sont satisfaisants. Quelle stratégie les acteurs ont mise en place? Ce 20 h vous dévoile leurs secrets. Et enfin, à l'étranger, Emmanuel Macron et Theresa May ont signé aujourd'hui un nouveau traité sur le contrôle de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni. C'était lors du 35e sommet franco-britannique. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On commence par l'annexe fiscale. Premier round des discussions État-secteur privé. C'est un reportage de Cheikh Koné. Ce premier round des discussions entre le gouvernement et le secteur privé sur l'application de l'annexe fiscale 2018 a pour objectif de jeter les bases d'échanges francs entre les deux parties. C'est la poursuite d'un dialogue fécond que le gouvernement ivoirien a toujours eu avec le secteur privé de ce pays. Certaines préoccupations ont été évoquées sur l'annexe fiscale 2018. Je crois que c'est tout à fait normal qu'à partir du fait de certaines lois qui ont été prises sur le secteur privé, le sentiment qu'on peut faire les choses autrement ou mieux, c'est tout à fait normal que nous ayons une discussion pour approfondir un peu les choses et voir comment est-ce qu'ensemble on peut aider à une meilleure création de richesses dans ces pays pour le bien-être des Ivoiriens. Pour le secteur privé, cette démarche de l'administration publique est salutaire. Nous nous réjouissons de cette rencontre-là, qui est la preuve de la qualité du partenariat qui existe en Côte d'Ivoire entre l'État et le secteur privé. Quand on est partenaire, c'est justement cela. On peut avoir des incompréhensions, on peut avoir des malentendus, mais quand on est partenaire, on se retrouve autour de la table pour discuter de ces incompréhensions, de ces malentendus. Donc, nous nous sommes retrouvés autour de la table. Ce sont des sujets techniques et nous allons travailler avec le gouvernement. Les deux parties ont convenu de se retrouver pour un second round la semaine prochaine pour approfondir les aspects techniques des discussions. Pour rappel, depuis le début de l'année, l'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2018 a cristallisé toutes les inquiétudes au niveau du secteur privé ivoirien. L'instauration de certaines taxes est jugée excessive. On emprunte maintenant l'autoroute Sengrobo-Yamsokro. C'est un tronçon long de 85 km. Ce tronçon, par le passé, était beaucoup dégradé, ce qui occasionnait beaucoup d'accidents. Mais aujourd'hui, des travaux sont en cours et ces travaux avancent bien. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, l'a même constaté. Reportage Jean-Luc Bangou. Une visite au pas de course avec à chaque étape des échanges pointus entre le ministre et les responsables du chantier. Initialement, quand on a fait la première étude pour dire qu'il fallait traiter, est-ce qu'après les dernières réflexions que vous avez faites, est-ce qu'il y a des zones qui sont rajoutées? Non, la première étude, on n'avait pas déterminé les zones à traiter. On a fait la campagne de déflexion. Avis technique, vérification des moindres détails et parfois même des remontrances. Le ministre s'est fait au cours de cette visite de terrain le porte-parole des usagers de l'autoroute Sengrobo-Yamsokro. Pour ne rien vous cacher, tout le temps, les gens qui approchent cette route, ils sont des techniciens qui connaissent un peu. Ah, mais votre nouvelle route que vous venez de faire là, quand on roule dessus là, ça secoue dans tous les sens. Vous voyez? Donc ce n'est pas des choses qu'on peut cacher. Ouverte à la circulation en décembre 2013, l'autoroute Sengrobo-Yamsokro a montré de nombreuses failles quelques mois après. L'objectif du projet de réhabilitation, offrir aux usagers une route qui offre sécurité et confort. L'élément essentiel pour nous, c'est qu'il faut que le travail soit bien fait et irréprochable, zéro défaut. Un engagement qui amène le ministre à être des plus exigeants vis-à-vis de l'entreprise prestataire. Il y a une partie qui est déjà terminée.
mais en termes de confort qui ne nous convient pas. Parce que selon les normes, ça ne correspond pas. Donc l'entreprise s'est engagée à reprendre. Certaines méthodes de travail qui sont utilisées ne nous paraissent pas tout à fait correctes. Nos équipes sont en train de travailler de sorte à ce que cette route soit donc d'une qualité irréprochable. Un délai supplémentaire de 6 mois a été accordé aux prestataires. Un dépassement qui devrait impacter le coût initial du projet estimé à 14,3 milliards de francs CFA. Infrastructure routière, sécurité routière, 1458 accidents avec 81 décès en 15 jours en Côte d'Ivoire. C'est trop. Une rencontre est vite organisée pour comprendre les causes des accidents sur nos routes. Mais mieux, le ministère de l'Intérieur et les différents acteurs vont plus loin pour prendre des mesures pour punir les éventuels auteurs des accidents de la circulation. Ahmed Traoré et Eman Guivi. 1458 accidents qui ont fait 2888 blessés graves et 81 décès en 2 semaines. C'est le bilan des accidents de circulation en ce début d'année 2018. Selon les autorités de la sécurité nationale, la lutte contre l'insécurité routière est une des grandes priorités du gouvernement, d'où la tenue de cette rencontre qui a réuni les officiers supérieurs et les directeurs de cabinet de certains ministères. Selon le directeur général de la police nationale, les principales causes présumées de ces accidents sont multiples. Le jeune âge des chauffeurs, dont l'âge varie de nos jours, en majorité entre 15 et 20 ans, donc mineurs. La conduite sous l'effet des excitants, la drogue, l'alcool, la caféine, la méconnaissance et le non-respect du code de la route, la délivrance avec complaisance des permis de conduire, la course effrénée vers les recettes journalières, la pression des propriétaires des véhicules relatifs aux recettes, la pression des syndicalistes, des chargeurs et chefs de gare, l'incivisme et l'incivilité des usagers de la route. Au niveau de la justice, des mesures seront également prises selon le procureur adjoint de la République. À partir du moment où il est établi que le conducteur est fautif, n'a pas observé les règles de la circulation, alors la peine d'emprisonnement est de rigueur. Selon un communiqué du gouvernement, le président Alassane Ouattara a demandé que les ministères chargés des infrastructures et des transports prennent toutes les dispositions préventives pour réduire le nombre et la gravité des accidents de la circulation. Bus rapide, transit, BRT, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un moyen de transport routier de masse. Pour ce projet, le gouvernement ivoirien envisage de réaliser 188 km de voies. L'objectif du projet est de doter la capitale économique ivoirienne d'un système de transport public efficace et fiable. Les explications de Cheikh Koné. Bus Rapid Transit, ou encore BRT, est un système moderne de transport en commun qui permet de se doter de voies réservées situées entre la chaussée et physiquement séparées du reste de la circulation. Le BRT, c'est les autobus, mais qui circulent sur des sites propres, c'est-à-dire sur des sites dédiés. C'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas à la circulation avec les autres véhicules. Donc l'objectif, c'est que le bus qui transporte en même temps près de 100 personnes puisse se déplacer à un site propre pour aller plus vite et éviter d'être bloqué dans la circulation. Selon l'étude réalisée, grâce au site propre du BRT, les usagers de la capitale économique auront désormais un bus rapide chaque 5 minutes. Un gain de temps qui permettra d'économiser 88 000 heures par jour et éviter à Abidjan l'émission de 30 000 tonnes de gaz à effet de serre. L'infrastructure à caractère social, économique et écologique va révolutionner le secteur des transports en commun en Côte d'Ivoire. C'est important aussi qu'on puisse aussi avoir un réseau d'infrastructures, mais un réseau qui permette au moins de pouvoir assurer cette mobilité. Il faut avoir beaucoup de bus, mais si on est dans l'embouteillage, les bus ne peuvent pas, disons, assurer leur rôle. Avec le BRT, la Société des transports abidjanaise Sotra envisage une ligne composée d'une centaine de bus partant de la commune de Dabou à Cocody, en passant par Yopougon jusqu'à la commune d'Adjamé. Nous avons souhaité qu'il y ait des BRT en attendant la construction des lignes de métro comme prévu. Et c'est dans ce cadre-là que cette étude a été initiée et nous pensons que ça va améliorer la circulation des autobus à Abidjan. Financée par un fonds suédois, l'étude sur le BRT révèle que ce sont plus de 400 000 personnes par jour et 175 millions de personnes par an
que cette infrastructure permettra de transporter dans la seule ville d'Abidjan. La page santé s'ouvre avec le centre d'hémodialyse de l'ONG Servir. C'est un centre qui a été visité par le président du PDCI RDA. Henri Konan Bédié est allé voir l'état d'avancement des travaux. Son épouse a donné le top départ des travaux justement le lundi 24 octobre 2011 à Atekoubé. L'ex-première dame Henriette Konan Bédié, présidente de Servir, réalise un vieux rêve de 13 ans. Alexis Ouedraogo. Le président Henri Konan Bédié sur le chantier du Centre médical international d'hémodialyse et de greffe rénale d'Abidjan. Entamé depuis novembre 2015, le taux de réalisation des travaux est à ce jour estimé à quelque 90% de réalisation. Bâti sur une superficie de 2 hectares, le projet est porté par l'ONG Servir de Henriette Konan Bédié. Le président y a donc fait un tour pour s'assurer que tout va pour le mieux. Je suis venu. J'ai vu la grande œuvre entreprise par Madame Bédié. Je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu. Je félicite Madame Bédié pour cette grande entreprise. Je félicite tous les ouvriers du chantier, tous les travailleurs qui concourent à la réalisation de ce grand chantier. Je voudrais encore une fois féliciter les donateurs. Le coût de la construction a été revu à la hausse à 5,5 milliards en vue d'intégrer un service de médecine générale en complément de la prise en charge des malades. Le centre devrait par ailleurs disposer d'un plateau technique moderne à la dimension des pays du Nord et sera au service des populations du continent. Et une autre maladie qui fait des victimes, c'est le diabète. Pour garder la santé, pratiquez le sport, faites le dépistage volontaire car le taux de prévalence est estimé à près de 5% en Côte d'Ivoire. Conseil des experts depuis l'INJS Makori. Le point avec Frédéric Oulaï et Alexis Ouedraogo. Traboué a 58 ans. Depuis 21 ans, il est malade du diabète. Ce matin, il a rendez-vous au centre anti-diabète de l'Institut national de santé publique pour sa consultation. Pour mieux vivre avec son diabète, il faut suivre le régime, prendre les médicaments et venir au rendez-vous. Par le passé, quand je n'avais pas mal aux pieds, chaque 3 jours, je faisais le sport. Comme Traboué, plusieurs malades du diabète ont du mal à faire face au coût du traitement. Les examens coûtent cher. Donc vraiment, c'est un peu compliqué pour un diabétique qui ne travaille pas de suivre correctement le régime. Nous souhaiterions qu'on nous donne soit les médicaments gratuitement, comme ils font avec les autres maladies dites incurables. Et puis nous voulons aussi que les examens soient un peu à notre niveau pour qu'on puisse faire nos examens correctement. Plus de 700 000 personnes sont atteintes du diabète en Côte d'Ivoire, selon les dernières statistiques du gouvernement. À cela s'ajoute le taux de prévalence élevé à un peu plus de 5%. Devant ce tableau, l'amicale des endocrinologues diabète de Côte d'Ivoire et leurs partenaires ont décidé d'intensifier la lutte contre la maladie. À l'occasion de la Journée nationale de diabétologie, des rencontres scientifiques et échanges ont été initiés. Nous avons voulu réfléchir sur une problématique qui est l'accessibilité aux médicaments, donc les stratégies thérapeutiques pour prendre en charge ces patients, qui pour la plupart d'entre eux, autour de 80%, n'ont pas d'assurance maladie. Il y a de nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché, mais qui sont coûteux pour nos populations. Il nous faut donc réfléchir en tant qu'experts nationaux comment proposer les médicaments à nos patients. Sur le thème « Diabète sous plusieurs facettes », plus de 1500 personnes ont été dépistées gratuitement. L'occasion de mettre un accent particulier sur la nécessité d'activité physique pour le bien-être des malades. Le sport d'abord, le régime et les médicaments en dernière position. Avant, je sentais des douleurs partout dans le corps. Depuis que j'ai commencé mon sport, je ne sens plus rien, mais maintenant ça va. Selon les spécialistes, plusieurs centres de traitement et de prise en charge à travers le district d'Abidjan restent ouverts pour accueillir les malades, parmi eux l'Institut national de santé publique.
Dans l'actualité judiciaire, la Cour d'assises d'Abidjan a prononcé une peine de 15 ans de prison pour l'ex-ministre Moïse Lida Kwasi et ses 3 co-accusés militaires pour complot contre l'autorité de l'État. La suite avec Olivier Irié et Gabriel Zani. Lida Kwasi Moïse, colonel Nyatoa Katepolan, Serge Pacom Durand et Samuel Zadig Baka, condamnés à 15 ans d'emprisonnement ferme chacun pour tentative de coup d'État orchestré en février et mars 2012 contre le régime actuel. Le verdict est tombé dans la nuit du jeudi 18 janvier. Pour Félix Bobré, avocat de l'ancien ministre de la Défense sous le régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, Lida Kwasi Moïse est victime de ses convictions politiques. Il annonce un recours en cassation. Je voudrais marquer ma surprise parce que les débats contradictoires ont montré suffisamment que le ministre Lida Kwasi n'a pas participé au complot dont il est injustement accusé. Il n'y a pas d'éléments suffisamment probants de nature à engager sa responsabilité pénale. Je vais me pourvoir en cassation. Selon Maître Koulibaly Sungalo qui défend les intérêts de l'État dans ce procès, la décision de justice est bien fondée. L'implication de Lida Kwasi Moïse dans le complot de coup d'État est prouvée par les documents trouvés en sa possession au moment de son arrestation en 2012 à Lomé au Togo. S'appuyant sur le Code de procédure pénale en ses articles 17, 158, 159 et 178, le président de la Cour, le juge Koulibaly Aboubakari, a dans son délibéré indiqué qu'il n'existe pas de situation atténuante pour les accusés. Au niveau de la fonction publique, des réformes ont été mises en place pour renforcer la rigueur et la transparence dans les recrutements et concours. C'est le défi à relever pour 2018. Le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, demande encore plus d'efforts aux fonctionnaires pour atteindre cet objectif. Le point de la rencontre de l'ENA avec Serge Collier. À la tête du ministère de la fonction publique depuis juillet 2017, le général Issa Coulibaly s'est fixé comme mission de bâtir une administration publique moderne aussi performante que le secteur privé. 6 mois après, le ministre se félicite des efforts déployés dans ce sens. Il cite, entre autres, la signature d'une trêve sociale qui permet de créer un cadre de travail propice, l'organisation de concours administratifs propres et crédibles en 2017, la dématérialisation des actes administratifs, la célérité dans le traitement des dossiers et surtout la réforme en cours du statut général de la fonction publique. Toutes les réformes entreprises seront mises effectivement en œuvre, surtout au niveau des recrutements à la fonction publique. Les postulants à un concours administratif ou au concours d'entrée à l'ENA auront tous une chance d'accès égal à la fonction publique. Par ailleurs, les dossiers de premier mandatement pour les nouveaux fonctionnaires et ceux concernant la retraite et la pension seront dorénavant traités avec célérité pour que dans les délais raisonnables, les concernés puissent avoir leurs documents. Célérité, rigueur et professionnalisme, mais aussi respect de la hiérarchie sont quelques-unes des règles d'or à respecter en 2018, a indiqué le ministre. Le général Issa Coulibaly a en fait remercié les syndicats signataires de la trêve sociale pour le respect de leurs engagements. C'est le 3e titre de votre journal qui fait un focus sur l'école pour tous. C'est une réalité aujourd'hui à Ouangolodougou, région du Thiologo au nord de la Côte d'Ivoire. Et ça marche bien. Les résultats sont satisfaisants. Les raisons sont entre autres l'encadrement scolaire et l'engagement de tous les partenaires. C'est un dossier signé Sie Kwasi et Eugène Atoubé. À plus de 700 km d'Abidjan, la ville de Ouangolodougou dans la région du Thiologo. Nous sommes au quartier résidentiel, au domicile de Tal Aboubakar, élève en classe de CM2. Au terme du premier trimestre, il a été classé premier de l'école primaire catholique Sainte-Thérèse de la ville, avec une moyenne de 19,64. La petite Ouattara Ramatou aussi est en classe de CM2 dans la même école. Elle a obtenu 16,24 de moyenne,
au premier trimestre de cette année scolaire. Une fierté pour ses parents. Tous deux appartiennent à des familles modestes, confrontées à de nombreuses difficultés. Mais grâce au soutien indéfectible de leurs parents, Ramatou et Aboubakar s'accrochent à leurs études. Il dit non seulement lui il est peul, il est aussi maître coranique. Chez eux, ils envoyaient les enfants pour aller faire l'autre, pour apprendre l'arabe et autres. Mais lui, il a décidé personnellement d'inscrire à l'école parce qu'il sait que peut-être cet enfant peut approcher les autorités et demain, il peut être quelqu'un dans ce pays. Vraiment, on dit à tous les parents d'encourager les enfants, de les suivre à l'école, de prendre soin des enfants, c'est tout. À la faveur d'une cérémonie de récompense suscitée et organisée par le ministre des Affaires présidentielles Téné Birahima Ouattara, le mérite de Tal Aboubakar et Ramatou Ouattara a été reconnu. Dans un contexte de reconnaissance générale des efforts des élèves des écoles primaires de la région du Tchologo. Ce qu'ils n'auraient jamais imaginé, ces deux enfants ont reçu la visite surprise du corps préfectoral et du maire Wangolo Dougou. Ils étaient porteurs de messages forts de la part du ministre Téné Birahima Ouattara. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, prône l'école obligatoire et également la scolarisation de la jeune fille. Nous sommes venus voir les parents pour voir en tout cas quel encadrement ils ont pu procurer à leur fille. Ce sont des enfants heureux qui croient encore rêver. Remis de leurs émotions, ils s'engagent toujours à bien travailler à l'école pour demeurer d'excellents élèves, modèle pour leurs camarades du reste du pays. Leur rêve, figurer cette année parmi les meilleurs au plan national et visiter le palais présidentiel à Abidjan. Je dis à mes soeurs de faire comme moi, d'apprendre leurs leçons. Je prends l'engagement d'être parmi les meilleurs élèves de la région du Tchologo pour aller rendre visite au président de la République. Les autorités éducatives locales à tous les niveaux hiérarchiques, notamment l'inspecteur de l'enseignement primaire de Wangolo Dougou, a mis un point d'honneur sur la question de l'encadrement des élèves dans les familles. L'organisation des cérémonies de récompense des meilleurs élèves vient comme un important appui aux formateurs pour qu'ensemble, parents, élèves et communautés éducatives contribuent au rayonnement de l'école dans le primaire, à ce jour épargné par les crises récurrentes. Le primaire dans la région du Tchologo est la fierté du système scolaire dans cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire et illustre l'engagement de la communauté à promouvoir l'école et spécialement la scolarisation de la jeune fille. Nous demandons aussi à nos enseignants, en dehors des heures de classe, de continuer à encadrer les enfants. C'est ce qu'ils font d'ailleurs les samedis. Mais nous sensibilisons aussi les parents à l'effet de continuer l'encadrement des enfants à la maison, surtout dans le domaine de la lecture, écriture, qui est un de nos gros soucis dans notre région. 500 élèves ont vu leurs efforts récompensés. La compétition promet d'être rude pour le 2e et 3e trimestre, car les enfants du primaire du Tchologo rêvent tous de visiter le palais présidentiel à Abidjan. Et pour cela, ils devront travailler dur pour figurer parmi les meilleurs au plan national. Et justement, ici à Abidjan, le groupe scolaire Dieloukou dans la commune d'Atekoubé a désormais sa médiathèque. Il s'agit d'initier les élèves des établissements publics au TIC. La médiathèque est baptisée du nom de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. C'est un don d'une ONG et de la Fondation Orange Côte d'Ivoire. On fait le point avec Ami Sissoko. À 7 ans déjà, la tablette numérique n'a pas de secret pour la petite Zakia et ses camarades. On nous apprend les 3 I comme le Chrome, le menu, le paramètre. Et on nous apprend à lire. Ici, nous sommes dans la salle numérique du groupe scolaire Dieloukou dans la commune d'Atekoubé. Les apprenants sont des élèves du CEP2, cours préparatoire 2e année. Une initiation à l'école numérique pour davantage faciliter l'apprentissage. Dans ces tablettes-là se trouvent tous les cours, que ce soit les cours de mathématiques, les cours de lecture, toutes les autres disciplines. Ça lui permet d'être au même niveau que même tous les enfants du monde qui aujourd'hui sont à l'école numérique. Avant, ils suivaient, celui à droite, ils suivaient le maître, il y a certains qui étaient distraits. Mais là, on voit une grande marque d'attention. Ils se concentrent véritablement, voilà, à se voir en train de manipuler et trouver ce qui est dit, ce qu'on demande.
L'accès au monde numérique par ces tout-petits a été possible grâce à l'ONG Fantati avec la collaboration de la Fondation Orange qui leur a offert cette médiathèque dont la remise officielle a été faite ce jeudi. La médiathèque est la concrétisation d'un rêve. L'objectif est d'en faire un grand centre de lecture et de culture. Un lieu d'apprentissage au numérique, non seulement pour tous les enfants de la commune, mais aussi pour les femmes, les jeunes et les vieux. C'est un bâtiment R+1 baptisé du nom de la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, qui comprend une bibliothèque, une salle informatique et un espace de lecture. Je sais trop ce que je dois à l'école. Pour ne pas avoir le cœur en joie de voir naître un nouveau lieu où nos chers enfants de toutes les écoles de cette commune pourront apprendre, cultiver, rêver et avancer vers leur destin. Il est à souhaiter que ce type d'initiative se multiplie à travers le pays. Ainsi, les Ivoiriens et toutes les autres populations de Côte d'Ivoire en bénéficieront sans exclusive. Bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés, la médiathèque Henriette Dagri-Diabaté a coûté environ 30 millions de francs CFA. Elle s'inscrit dans le cadre du programme du ministère de l'Éducation nationale qui vise à doter les établissements publics de Côte d'Ivoire d'outils numériques. À ce jour, près de 40 établissements primaires ont été équipés. Dans la région du Tonkpi, on parle plutôt de paix. Pour rappel, au mois de décembre dernier, un conflit foncier avait entraîné des heurts entre populations d'An et Lobi dans le département de Sanguiné. Mais grâce à la médiation des autorités locales et du député Siki Blomblez, les deux communautés ont décidé de vivre ensemble. L'ambiance qu'il y a sur place à Sanguiné aujourd'hui avec Mahama Traoré et Sidonie Davila. Échange de rameaux dans le village de Gotongwene 2, commune de Sanguiné, pour symboliser la paix retrouvée entre Dan et Lobi. Deux peuples qui s'étaient affrontés début décembre dernier suite à un litige foncier. Litige très vite endigué par les missions de paix et de sensibilisation déployées dans une centaine de villages de la région par le député Siki Blomblez. Les envoyés du vice-président de l'Assemblée nationale ont exhorté les populations au pardon et au vivre ensemble. Dans le pays d'An, quand il y a eu conflit qui a vu verser le sang d'un frère, d'un adversaire même, pour la vraie réparation, il faut qu'il y ait échange de rameaux. Le préfet de région du Tonkpi, Soro Kayaha, Jérôme, a pour sa part donné des recettes de la cohésion sociale aux chefs de communauté. Dans nos villages, tout est bien organisé, pourvu qu'on respecte les us et coutumes. Si on respecte les us et coutumes des villages qui nous reçoivent là, il n'y a pas de problème. Vous aussi, vente illégale des forêts là, laissez ça. Il y a des procédures même. L'administration est là pour vous encadrer. 3 morts et 3 blessés, c'est le bilan de ce conflit terrien qui a eu lieu dans un campement de la sous-préfecture de Mahapleu, département de Danami. Au Bénin, la Cour constitutionnelle rejette la suppression du droit de grève à des corps de l'administration publique comme la santé et la justice, demandant dans la foulée à l'Assemblée nationale de réexaminer la dite loi qu'elle avait adoptée le 28 décembre dernier. On fait le point avec Gabriel Zani. La Cour constitutionnelle béninoise a pris sa décision. Le dossier sur le droit de grève au Bénin est renvoyé ce vendredi sur la table des députés pour examen. L'objet de la décision, c'est l'article 50 de la loi sur la fonction publique. Une loi qui stipule que les travailleurs du secteur de la justice, de la santé et des forces de sécurité n'ont pas le droit de faire grève. Elle a été votée le 28 décembre dernier et doit être validée par la Cour constitutionnelle. Cette loi, le président Patrice Talon l'a présentée début janvier comme un choix difficile, mais nécessaire au redressement du Bénin. En fin de course, ce vendredi, la Cour constitutionnelle a cassé la loi votée par les députés. Pour la Cour, l'article 50 de cette loi sur la fonction publique est contraire à la Constitution parce qu'il supprime le droit de grève à certaines catégories de fonctionnaires. Elle ne saurait donc retirer le droit de grève aux travailleurs des corps cités.
Cependant, ce droit pourrait être encadré avec un service minimum pour empêcher les débordements fâcheux que ce genre de mouvement de débrayage occasionne. Depuis le vote de cette loi, l'administration publique est paralysée par une grève illimitée qui a pour but de forcer au retrait de cette loi qui, selon les travailleurs, est une véritable restriction des libertés. Toujours à l'étranger pour terminer, tuerie en Casamance. 16 personnes déférées ce vendredi au parquet. Et puis le président français Emmanuel Macron et la première ministre britannique Theresa May signent un traité sur le contrôle de l'immigration. Le point de l'actualité internationale, toujours avec Gabriel Zani. En Casamance, il n'y aura plus de coupe de bois dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Ziguinchor, principale ville de cette région agricole et touristique du Sénégal. C'est le président sénégalais Macky Sall qui a ordonné cette suspension dans un communiqué publié jeudi sur son compte Twitter. Une décision qui intervient à la suite du massacre de 14 personnes en Casamance. Le gouvernement a dépêché des enquêtes pour que les auteurs directs et leurs complices soient arrêtés et punis par la loi selon le communiqué. 22 personnes ont déjà été arrêtées le 14 janvier dernier dans l'enquête sur le massacre de ces hommes venus chercher du bois dans la forêt de Bayotte. Le code forestier sera aussi révisé sur instruction du président sénégalais. Les forces armées, elles, doivent engager tous les moyens afin de neutraliser durablement toutes les bandes armées qui sévissent sur l'ensemble du territoire national. Selon le mouvement des forces démocratiques de Casamance, le massacre pourrait être lié à l'exploitation illicite du bois précieux en Casamance, région en proie à une rébellion indépendantiste depuis 1982, mais qui connaît une accalmie ces dernières années. Emmanuel Macron et Theresa May ont signé jeudi un nouveau traité sur le contrôle de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni lors du 35e sommet franco-britannique à l'Académie militaire royale de Sandhurst, près de Londres. Ce nouveau texte vient compléter les accords du Touquet, signés en 2003 et en vigueur depuis 2004, et prévoit notamment une nouvelle contribution financière britannique ainsi qu'une meilleure prise en charge des mineurs isolés étrangers. 50 millions d'euros, soit 33 milliards 250 millions de francs CFA, sont alloués par Londres au contrôle de la frontière à Calais, en France. Et voilà, c'est la fin de ce 20h réalisé par Kofi Sakra, supervisé par Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à très bientôt.